Déjà partagé mon écran. Voilà. Ben, on va élever nos pensées vers Dieu notre Père, créateur de toutes choses, et vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie en permanence pour nous assister, pour nous aider, un guide spirituel pour chacun de nous, pour nous aider à trouver le chemin de l'harmonie avec ces lois naturelles qui sont infiniment bonnes, infiniment justes, pour nous aider à faire ce travail de réforme morale pour devenir chaque jour un peu meilleur que la veille et permettre à notre âme de s'élever vers lui. Et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui pour étudier ce que nous ont légué certains de ces missionnaires qui étaient venus, comme Alain Kardec, Léon Denis, Gabriel Delanne, Cheikh Xavier et tant d'autres, que nous puissions bien comprendre ces notions, ces leçons qui maintenant mettent ces enseignements concernant le monde spirituel en phase avec la logique et la raison, le bon sens, que cela puisse justement nous aider dans notre ascension et que cela puisse également être utile pour les esprits qui pourraient être avec nous aujourd'hui. Voilà, merci. Donc, vous avez à l'écran, pas tout à fait, voilà maintenant. Donc, on est le 21 septembre. Ouais. Donc, après avoir vu les lois divines ou naturelles d'adoration, de liberté, de progrès, de société, on va voir la loi du travail. Alors, aujourd'hui, on va travailler un peu. Et donc, pourquoi est-ce qu'il faut travailler et à quoi sert le travail justement pour nous aider à avancer? Et donc, la semaine prochaine et les suivantes, on verra donc la loi de destruction qui est un peu paradoxale, mais que le spiritisme permet de bien comprendre, la loi de conservation, la loi d'égalité, la loi de reproduction, et la dernière qui sera la loi de justice, d'amour et de charité. Bon, donc ça nous amènera jusqu'au 26 octobre. Alors, on a dit la loi du travail numéro 12. J'étais, je sais pas, allé 8, 12. Voilà, loi du travail. Vous voyez toujours mon écran. Ouais. On va essayer de comprendre cette loi du travail, hein, pourquoi il faut travailler. Hein, ce serait bien quand même bon, moi, c'est vrai que je suis un peu privilégié. Je suis plus obligé de travailler professionnellement. Après 42 ans et quelques, on m'a donné le droit d'arrêter de travailler professionnellement. Mais bon, c'est pas pour autant que j'ai complètement arrêté de travailler. Hein. Je continue quand même un peu à travailler, notamment pour l'idéal, pour tondre la pelouse, arranger le jardin, aider les voisins, etc. Hein. Donc voilà, le travail en fait ne s'arrête jamais. Euh, et donc on va voir sa nécessité. On va voir aussi comment est-ce qu'on peut résoudre et comprendre le problème de la misère sociale. Donc des personnes qui, alors peut-être, bon, en France, on a aussi des SDF, on a des personnes qui sont quand même bien en marge de la société. Mais bon, après, il y a des pays où c'est beaucoup plus grave, hein, où on prend par exemple Gaza ou des pays en Afrique où la misère sociale, il y a énormément de personnes qui sont dans le dénuement, qui cherchent d'ailleurs à migrer, essayer d'aller ailleurs où il y a une vie meilleure, puisque même dans leur dénuement, ils ont quand même des smartphones, hein, ceux que nous on jette et qui sont recyclés, qui leur sont donnés à eux. Ils voient très bien ce qui se passe chez nous, comment on vit. Et donc voilà, on comprend ce souci légitime de rechercher justement à fuir un peu cette misère sociale du pays où ils habitent. On va aussi identifier la limite du travail et la nécessité de repos. Hein. Vous connaissez certainement des expressions comme workaholic. Je ne sais pas s'il y a un équivalent français. C'est les personnes qui sont en fait une espèce d'addiction au travail. On le voit dans le milieu professionnel. Donc les gens qui travaillent, qui parfois, malheureusement,
arrivent à des situations comme des burn-out ou, voilà, un épuisement où il y a tout qui s'effondre d'un coup, hein. Donc, il y a aussi des limites au travail. On ne demande pas de travailler comme des fous. D'accord? Donc, voilà. Alors, la nécessité du travail était une loi de nature, question 674, hein. Réponse, le travail est une loi de nature par cela même qu'il est une nécessité et la civilisation oblige l'homme à plus de travail parce qu'elle augmente ses besoins et ses jouissances. Donc, il y a beaucoup de choses dans cette réponse, hein. Le travail est une nécessité. Pourquoi le travail est une nécessité? Bon, ben, c'est parce que si on ne travaille pas, comment dire, ben, déjà on n'a pas de revenus, ou très peu, enfin le RSA, etc. Donc, des revenus, comme on est dans un corps matériel, on a des besoins matériels, on a besoin d'une maison, hein, où on peut habiter, dormir, on a besoin d'alimentation, hein, on a besoin de différentes choses. Et donc, c'est pour ça que on travaille, hein, pour pouvoir subvenir à ces besoins. On arrive par notre travail à assurer une partie de nos besoins, mais pas tout. On sera toujours, comme on l'a vu dans la loi de société la semaine dernière, me semble-t-il, oui, on est toujours dépendants les uns des autres, hein. On ne peut pas être complètement indépendant. On aura toujours besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour assurer tous nos besoins qui sont liés au fait qu'on a un corps matériel. Alors, quand je dis on a un corps matériel, bien sûr, on s'est incarné dans un corps matériel, c'est temporaire, hein, c'est le temps d'une vie entre l'incarnation, la naissance, la conception et la désincarnation, ce qu'on appelle la mort, hein, où en réalité on laisse le corps et l'esprit retourne dans le monde spirituel d'où il est venu et où il est et où il retourne, d'accord? Et donc, on peut se demander, oui, mais pourquoi s'embêter avec un corps physique, hein? Pourquoi est-ce que l'esprit se réincarne? Eh bien, c'est justement pour être dans des conditions où on nous demande de travailler, on est obligé de faire des efforts. Nos esprits, avec notre niveau d'évolution actuel, on a encore besoin de se réincarner pour évoluer. D'accord? À partir d'un certain niveau d'évolution, qui est un peu au-dessus qu'on n'a pas encore atteint en général, on n'a plus besoin de se réincarner, hein. L'esprit peut évoluer dans le monde spirituel, dans les mondes supérieurs, sans avoir plus besoin de se réincarner dans un corps matériel. Le corps matériel, donc, nous donne ses besoins matériels et quelque part nous oblige, nous force à travailler, hein. Donc le travail, on voit que c'est une nécessité du fait d'avoir un corps matériel, mais c'est aussi un outil parce que le travail, ça nous fait réfléchir, on apprend un métier, on développe ce métier, etc. Et donc, en faisant ça, par l'apprentissage, par l'exercice, on évolue en fait, hein. Et donc, c'est le travail, ici incarné dans un corps matériel, qui en fait aide notre esprit à évoluer. Donc, c'est le lien entre la loi du travail et la loi du progrès. D'accord? Voilà. Donc, c'est une nécessité. Et ensuite, la civilisation oblige l'homme à plus de travail parce qu'elle augmente ses besoins et ses jouissances. Bon, si on était ermite dans le désert ou dans une grotte en montagne quelque part, on n'aurait pas besoin de voiture, on n'aurait pas besoin d'abonnement électrique, on n'aurait peut-être même pas besoin d'Internet, on n'aurait pas besoin de grand-chose, hein, puisque en se mettant en marge de la société, c'est vrai que on pourrait simplifier pas mal les choses. Mais d'un autre côté, hein, c'est toujours le même raisonnement que je viens de faire à l'instant, le fait de s'isoler, comme on l'a vu dans la loi de société, n'est pas très favorable justement à notre évolution, à l'évolution de notre esprit. Hein, parce qu'il faut toujours se dire, il y a des gens qui vont un peu loin, ils disent, on est obligé de souffrir, on est obligé d'avoir des problèmes et des difficultés pour évoluer. Je ne vais pas jusque-là. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on a des difficultés ou quand on souffre, c'est là où on évolue le plus, en fait, hein, parce qu'on est obligé de chercher
des solutions pour résoudre les difficultés, résoudre les problèmes, pour prévenir ou guérir les souffrances, hein. Et donc, c'est dans ces moments plus difficiles qu'on est obligé d'aller plus loin, hein. Hier, j'ai donné une conférence au groupe Fraternité de Montréal, hein, bien sûr. J'y suis allé par Zoom, évidemment, hein, pas par avion. Et donc, sur Camille Flammarion. Je pense que vous le connaissez, hein, le célèbre astronome qui a connu Kardec en 1861, 15 novembre en 1861 pour être précis. Et donc, il raconte sa jeunesse, hein. Et dans sa jeunesse, bon, ses parents étaient pauvres, en plus ils ont été ruinés, ils ont été obligés de refaire leur vie à Paris. Il a étudié à l'école primaire de son village. Après le secondaire, ils l'ont mis dans l'école religieuse à Langres, hein, dans la Haute-Marne. Et donc, c'est le sixième, cinquième, hein, quand il a commencé à réfléchir, il s'est rendu compte que ses enseignements étaient très contradictoires, que ça ne collait pas avec la logique et le bon sens, hein. Il est ensuite allé à Paris pour rejoindre ses parents. Et à Paris, pareil, ils l'ont mis dans une école religieuse à Saint-Roch, hein, c'était la quatrième ou la troisième. Et là, ça allait pas du tout, quoi, parce que ça lui convenait plus. En plus, l'école, apparemment, elle n'était pas très sérieuse, il travaillait pas beaucoup. Et puis, comme lui, c'était quelqu'un qui voulait toujours apprendre, ça lui convenait pas. Résultat, bon, ben, et au bout de 15 jours, il a quitté l'école, mais ben, à l'époque, il faut travailler, quoi, faut faire quelque chose, hein. La vie était encore plus difficile qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de RSA, il n'y avait rien comme ça. Et donc, il a été pris comme apprenti chez un graveur ciseleur. Et c'était vraiment un travail très dur, long dans la journée. Il était logé dans une petite mansarde, nourri au lance-pierre, avec des portions de spartiates et des choses comme ça, d'après ce que lui-même il dit. Et en fait, malgré ça, hein, il a réussi à trouver la force de faire des cours du soir par la philanthropie à l'époque, où il y avait là, par contre, des professeurs qui tenaient la route, ils pouvaient choisir les matières qui l'intéressaient le plus, etc. Et en fait, Flammarion, c'était un autodidacte, hein. Et à un moment donné, donc les longues journées, tout ça, ben, crise de croissance et tout, ben, il s'est écroulé, il est tombé malade, quoi. Et c'est là où il y a un médecin qui est venu, et le médecin, il a vu les livres qu'il avait, et puis surtout un manuscrit de 500 pages avec 150 dessins, qui raconte l'histoire de l'humanité, l'histoire de la Terre, l'apparition de l'humanité, etc. Donc, pour un gamin de 16 ans, c'était assez. Le médecin était surpris. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'ils lui ont trouvé une situation d'apprenti élève astronome à l'Observatoire de Paris. Donc, voilà, c'est là où on voit comment. Et donc, Flammarion, il dit la misère n'empêche pas d'être heureux, hein. C'est quand il y a un but, un idéal dans la vie, hein, le fait de travailler, d'apprendre, qui nous motive. Il dit, on n'a même pas le temps d'y penser à la misère, parce que le soir, on est tellement fatigué que dès qu'on se couche, on s'endort immédiatement, parce qu'il faut se lever tôt le matin pour retourner dans l'atelier, etc. Et c'est un témoignage qui est très très beau, que vous pouvez trouver dans sa biographie qu'il a écrit lui-même, qui s'appelle Mémoire d'un astronome, hein, que vous pouvez trouver en téléchargement gratuit sur la Bibliothèque nationale de France. Donc ça illustre que, voilà, malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir, hein, ben, il y a toujours moyen de s'en sortir, d'avancer, de travailler. Et puis, tous ces grands esprits comme Flammarion, comme Léon Denis aussi, à 15-16 ans, il travaillait avec la marguerite pour assouplir les pots de cuir, et il travaillait aussi à porter la hotte dans une fonderie, enfin plein de poussière et tout. Tous ces esprits-là, en fait, à Kardec, bon, il a perdu son père quand il était tout jeune, il était seul avec sa mère et sa grand-mère et son oncle. Ils ont tous eu justement une enfance difficile qui les a obligés à travailler depuis jeunes, quoi. Chico Xavier aussi, c'est un autre exemple, hein. Et donc, c'est là où on voit que ceux qui sont vraiment habitués enfin, ces grands missionnaires, en fait, ont choisi une vie
qui n'est pas une vie de facilité, qui est une vie où ils ont été obligés de travailler depuis jeunes, hein. Et c'est ça qui les a rendus forts, c'est ça qui les a aidés à devenir en fait ce qu'ils sont devenus et avoir la force pour accomplir cette mission. Voilà. Donc, la loi du travail, effectivement, le travail est nécessaire. Alors aujourd'hui, c'est sûr qu'on voit des jeunes hein, qui sont peut-être, la civilisation leur donne des facilités, hein, des jeunes qui se mettent au RSA, hein, voilà, qui n'ont pas la même motivation de travailler que celle dont on vient de parler ou que celle qu'on a pu avoir nous-mêmes. Bon, euh, et qui en général, par cette ociosidité, si j'ose dire, reste, tombe même parfois dans des dépendances comme la dépendance digitale ou autre. On peut vraiment se poser des questions, comment ça va se passer? Alors, c'est sûr qu'il y a toujours eu des personnes comme ça qui étaient réfractaires au travail. Quand j'étais plus jeune, on en connaissait, hein, on en connaissait des gens tir au flanc, enfin bon, il y a des expressions un peu péjoratives pour les qualifier, qui vraiment faisaient pas d'efforts ou qui cherchaient pas à travailler, hein, ben, en fait, ce sont des esprits qui peut-être n'ont pas compris justement l'utilité du travail pour leur propre avancement à eux, hein. Et c'est vrai que, alors, les besoins et les jouissances qui sont apportés par la civilisation, aujourd'hui, on a peut-être, il faudrait qu'on réfléchisse un peu plus au nécessaire et au superflu, hein, parce qu'il y a beaucoup de ces besoins qui ne sont pas vraiment des besoins, quoi. Hein, je veux une grosse voiture parce que le voisin a une grosse voiture. Bon, alors que quand on y réfléchit, si c'est pour emmener le gamin à l'école à 2 kilomètres, c'est pas la peine d'avoir non plus une voiture de 200 chevaux, hein. Une petite voiture suffirait largement. Et donc, on va peut-être un peu trop loin, hein, et c'est justement là où on tombe dans une espèce de piège, hein, les workaholics, ils ont toujours besoin de travailler plus, gagner plus, et en fait, ils ne sont jamais satisfaits, quoi, hein. Celui qui est riche, en fait, c'est celui qui se satisfait de ce qu'il a. Voilà. Celui qui ne se satisfait pas de ce qu'il a, qui en veut toujours plus, ben même en ayant beaucoup d'aisance, il n'est pas riche, quoi. Voilà. Alors, 676. Le travail s'impose à l'être humain comme une nécessité, car c'est un moyen de perfectionner son intelligence, hein. Donc là, on nous dit clairement que le travail nous oblige à nous creuser la tête, à apprendre un métier déjà, hein, et donc sert à notre évolution intellectuelle, d'accord? Hein, à perfectionner notre intelligence. Ils nous disent même, sans le travail, l'homme resterait dans l'enfance de l'intelligence. C'est pourquoi il ne doit sa nourriture, sa sécurité, son bien-être qu'à son travail et à son activité, hein. C'est la caractéristique de l'incarnation sur la terre. À celui qui est trop faible de corps, Dieu a donné l'intelligence pour y suppléer, mais c'est toujours un travail. Donc là, bon, c'est une illustration pourquoi le travail est nécessaire, hein, pourquoi on y est plus ou moins contraint de par notre situation temporaire d'incarner sur la Terre dans un corps physique, hein. Mais il nous dit que voilà, il y a des gens qui ont comment dire, des handicaps, hein, des déficiences physiques et qui ne peuvent pas travailler physiquement, mais ils peuvent travailler intellectuellement, hein. Donc, le travail n'est pas que physique, hein. Il y a du travail physique et il y a aussi du travail intellectuel. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit aujourd'hui. Ben, combien de gens travaillent en étant assis sur un bureau la majeure partie de la journée devant leur ordinateur, hein? C'est un peu les nouvelles formes de travail, hein, on en voit de plus en plus. Moi, j'ai bien vu ce changement, hein. J'ai vu les premiers ordinateurs arriver dans les bureaux, hein. Tout au début, ben, il n'y en avait pas. On travaillait quand même intellectuellement, hein, à rédiger des rapports, à élaborer des plans, etc., à concevoir des installations. Mais très vite, c'est passé à l'ordinateur, hein. Le courrier interne qui était
dans des corbeilles, hein, corbeille entrée, corbeille sortie, avec une personne qui passait plusieurs fois par jour pour les relever. Hein. Ben, ça a été complètement supplanté par les emails, par la communication, par les Zooms, hein, ou les Teams, comme on utilise là, qui nous permettent de travailler de façon différente, peut-être même de façon plus intense. Hein, parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne pourraient pas suivre ce cours sans Zoom, on est bien d'accord. Hein. Il y en a certains d'entre vous qui ont des groupes spirit pas loin où ils pourraient éventuellement assister à un cours, mais la majorité d'entre nous, on est isolés. Hein, et donc, ce cours, en fait, on l'avait commencé en présentiel dans le local du centre qu'on avait à Tannes. Et donc, quand on a perdu le local, hein, même avant de le perdre, on avait déjà commencé à le faire aussi en virtuel. Et ça a permis à beaucoup plus de personnes de venir y assister, même des personnes qui sont isolées là où elles habitent, qui n'ont pas de centre spirit proche de chez elles. Donc, vous voyez, tous ces outils, en fait, quand on les utilise à bon escient, ça nous permet justement de développer, d'étendre ce travail. Voilà. Donc, il y a le travail physique et le travail de l'intelligence intellectuelle. Alors, 677, chez l'homme, le travail a un double but, la conservation du corps et le développement de la pensée, qui est aussi un besoin et qui l'élève au-dessus de lui-même. Alors, pourquoi la conservation du corps? Ben, on le sait, hein, on a besoin d'activité physique. Le fait de rester sédentaire, c'est pas très bon. Et c'est d'ailleurs un des problèmes de ceux qui travaillent toute la journée dans le bureau, quoi. Hein. Il faut euh, de conserver notre corps et donc il faut l'utiliser et entretenir les muscles, les articulations, etc. Et le travail nous permet d'y arriver. Et quand on a un travail intellectuel, ben, on trouve un autre moyen d'entretenir le corps en allant, en faisant des exercices, la marche, la gymnastique, etc., la danse. Voilà, il y a plein d'autres activités qui permettent justement d'entretenir le corps. Alors, de là à dire que ce sont des formes de travail, ben oui, pourquoi pas. Et aller à la gymnastique, il y a beaucoup de gens qui y vont disent toujours, ils vont même jusqu'à la douleur, quoi. Hein. Quand vous faites de la gymnastique, alors comment ils disent ça? C'est en anglais, je crois. No pain, no result. Hein, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de résultat. Si on veut vraiment avoir des résultats, il faut aller un peu plus loin, quoi. Il ne faut pas marcher un petit peu. Il faut marcher jusqu'à ce que, enfin, la douleur ou la fatigue, hein, pour mieux dire, arrive. Et c'est là où, justement, ben, on a fait le nécessaire pour que ça devienne efficace. Voilà. Et le développement de la pensée, hein, qui est aussi un besoin et qui l'élève au-dessus de lui-même. Hein. Si comment dire, Zoom est venu, là où Teams est venu, bon, il a fallu s'y mettre. Hein. Il faut, alors déjà, il faut qu'on ait un revenu pour pouvoir acheter un ordinateur, prendre un abonnement Internet. Hein. Et ensuite, bon, ben, il faut apprendre à utiliser les outils. Alors c'est relativement simple, heureusement. Mais tout ça, il faut marcher avec le progrès, quoi. Hein. Le travail engendre aussi du progrès, et puis le spiritisme n'est pas du tout contre le progrès, au contraire, hein. Il l'encourage, mais il l'encourage parce que ces outils comme Teams ou autres, on peut les utiliser à bon escient, par exemple pour faire des cours, des choses comme ça, donner des conférences comme hier soir, ou on peut l'utiliser pour des choses futiles et inutiles. Hein. Et donc, là encore, c'est notre libre arbitre qui est là qui nous guidera à faire plutôt l'un que l'autre, quoi. Hein. Voilà. Et donc, vous allez dire, je suis vieux jeu, quoi. Hein, mais quand les premiers ordinateurs sont arrivés, bon, alors moi ça va, j'étais encore relativement jeune. Hein, j'avais quoi, dans les années 80, une vingtaine d'années. Donc c'était en plein à chercher, quoi. Hein. Je me souviens encore du Sinclair, un tout petit truc qu'il fallait brancher sur une télé. Hein. C'était plutôt un clavier de téléphone qu'un vrai clavier. Il n'y avait pas d'écran, hein, il n'y avait pas de disque dur, il n'y avait pas de connexion, il n'y avait rien comme ça, quoi. C'était vraiment l'ABC. Et ensuite sont venus
Les premiers PC de mémoire, c'était dans les années 80, 81. Alors, j'étais à l'école d'ingénieurs, ils en avaient deux ou trois. Mais le problème, c'est que comme il y a toujours des gens qui sont passionnés, on y avait difficilement accès, quoi, hein. Et c'est que un peu plus tard, au boulot, que j'ai pu m'y mettre et puis qu'on a vu quand même la praticité de la chose, hein. Ça permet quand même. J'avais fait à l'époque un programme pour simuler la production d'une centrale solaire en fonction d'un lieu géographique, on la mettait sur la Terre. Enfin voilà, des choses qui avant demandaient des heures et des heures de calcul et que l'ordinateur arrivait à faire, à simuler tout seul, quoi. Et un peu plus tard, donc quand j'étais déjà revenu une dizaine d'années après, j'avais connu des ingénieurs qui étaient plus âgés que moi, hein. C'était déjà de retour en France. Et il y en a un qui, à la cinquantaine, hein, alors qu'il n'avait jamais touché un ordinateur, il voulait s'y mettre. Et donc, il m'avait dit, écoute, toi qui sais, est-ce que tu peux m'aider? Je lui ai dit, oui, oui, sans problème, je peux t'aider. Et alors, la première question qu'il m'a posée, elle était assez surprenante, parce qu'il m'a dit, pour commencer, je voudrais bien un manuel du clavier de l'ordinateur. J'ai réfléchi un petit peu comme ça, et puis je me suis dit, mais pourquoi il me demande un manuel du clavier? Hein, parce que le clavier, c'est quand même ce avec quoi on communique avec l'ordinateur, hein. Enfin, on communiquait, parce que maintenant, on peut y aller avec d'autres moyens. Et alors, je lui ai répondu un peu sous forme d'une boutade. Je lui ai dit, bah, tu sais, c'est un peu comme une machine à écrire, hein. Quand tu veux, par exemple, faire une lettre ou un chiffre, tu la repères sur le clavier, tu mets le doigt dessus et tu appuies. Voilà le manuel du clavier. C'est bien sûr pas ce qu'il voulait, hein, mais en fait, c'est là où on voit les difficultés qu'on peut avoir des fois à s'adapter à ces nouvelles technologies, quoi. Mais après, bon, il s'y est fait quand même, sans problème. Mais c'était un épisode assez intéressant à voir. Voilà. Je m'avais pas demandé le manuel de la souris parce que ça, c'était encore autre chose. Voilà. Donc, ben, c'est ça, c'est la loi du progrès, hein. Quand on veut progresser, on est obligé de découvrir de nouvelles choses. On est obligé de changer. Alors, il y a en nous beaucoup de résistance au changement, hein. En général, on n'aime pas le changement. Mais si on change pas, comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Si on veut s'améliorer, on est bien obligé de changer. Vous êtes bien d'accord, hein? Il faut changer en mieux, hein. Et pas, bon, aujourd'hui, c'est vrai que on est dans une situation sociale peut-être un peu perturbée dans notre pays. Il y a beaucoup de gens qui veulent changer pour changer. Bon, changer pour changer, c'est bien, mais autant, tant qu'à faire, autant essayer de changer en mieux et pas en pire, quoi, hein. Donc là aussi, c'est un juste milieu qu'il faut trouver. Alors, question 685. Donc, à l'époque, il y avait quand même déjà du chômage, hein. Il n'y avait pas toujours du travail pour tout le monde. Il y avait la misère, la disette. Ça arrivait assez fréquemment. Et Kardec était assez, enfin Rivail et donc après Kardec était assez sensible à ce genre de situation. Et ce n'est pas tout de dire à l'homme qu'il doit travailler. Il faut encore que celui qui attend son existence de son labeur, trouve à s'occuper. Et c'est ce qui n'a pas toujours lieu. Quand la suspension de travail se généralise, elle prend les proportions d'un fléau comme la disette, hein. Ça, c'est un commentaire qu'a fait Alan Kardec à la question 685 du livre des esprits. Bon, ben, c'est ce qu'on voit des fois. Ben, il y a des crises, il y a du chômage, il y a des périodes comme aujourd'hui où c'est relativement facile de trouver du travail, pas toujours ce qu'on veut, mais on trouvera toujours du travail. Et à l'époque, il y avait des crises, hein, notamment en 1848, hein, quand il y avait je réfléchis, la Deuxième République, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on en est à la cinquième. À l'époque, c'était la deuxième. Ben, il y a eu une crise et c'est là où il y a, on a trouvé un manuscrit d'Alan Kardec, enfin d'Hippolyte Rivail, qui était assez intéressant. Parce qu'à l'époque, Rivail et Amélie, ils avaient un pensionnat pour jeunes filles. D'accord? Avec un internat, etc., hein, où ils apprenaient aux jeunes filles ben, à tenir un magasin, tenir un stock, faire des comptes, voilà les choses élémentaires que les jeunes filles
qu'il proposait aux jeunes filles à l'époque, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait que les garçons qui allaient à l'école, les filles n'y allaient pas, hein. Donc, ils avaient quand même pris cette initiative. Ce n'étaient pas les seuls, hein, il y avait plusieurs pensionnats de jeunes filles à Paris pour aider aussi les jeunes filles à apprendre et donc à travailler, à évoluer. On est bien d'accord, hein. Et dans un de ces, on a retrouvé des discours qu'il faisait à la remise des prix. Donc, il y avait une année scolaire, hein, qui allait jusqu'en juillet. Et ensuite, à la rentrée, c'était en septembre, parfois même début octobre, où il y avait ce discours de remise des prix. Donc, les élèves qui avaient de bons résultats l'année d'avant recevaient des prix. Et ces prix, c'était en général ben, des livres avec une couverture en cuir, avec des lettres dorées, Institut Rivail ou pensionnat, ou etc. On en a d'ailleurs trouvé une photo, hein, de l'Institut Rivail qui traîne quelque part dans les archives du Gard, hein. Là aussi, c'est toute une histoire. Et dans ce discours, Rivail dit il y a plusieurs chefs d'institutions qui se sont réunis en disant à cause de la crise, cette année, on ne va pas faire de remise de prix. Et c'était une décision qu'ils avaient prise. Et Rivail, il était contre ça. Et il explique très bien dans son discours pourquoi. Il a dit, ben, nous, on l'a fait quand même. Alors, c'est sûr, ça nous a demandé un sacrifice. Mais en même temps, ça a permis ben, à l'imprimeur, à celui qui fait les reliures en cuir, à celui qui fait les dorures sur les écritures, de travailler. Ça a permis à l'argent de circuler justement pour permettre à chacun de vivre. Et donc, il avait bien vu qu'en pleine crise, c'était important justement de ne pas s'arrêter, mais de continuer, hein, éventuellement de rogner un petit peu sur l'épargne pour remettre la machine en route et puis permettre justement aux gens de travailler. Donc il avait déjà cette vision bien avant qu'il s'intéresse au spiritisme, et donc c'est pour ça que ben, dans ce commentaire, il était revenu là, hein. Donc aujourd'hui, même c'est d'ailleurs quelque chose qui est venu pas avec la Deuxième République, mais avec la Troisième, hein, qui est arrivée après la guerre de 1870. C'est là où on a commencé à avoir un peu de sécurité au niveau social, notamment avec le chômage, hein, des indemnisations qui étaient prévues dans le cas où les personnes ne trouvaient pas du travail. D'accord? Alors aujourd'hui, bon, ça s'est développé, même si c'est encore loin d'être parfait, euh, surtout dans tous les pays. Voilà, il y a quand même des choses qui sont prises en compte euh, pour pas en arriver à la disette, quoi, pour que les personnes puissent quand même bénéficier toujours du minimum nécessaire. D'accord? Mais c'est sûr qu'il y a des périodes comme ça où il y a plus ou moins de travail, il y a des périodes de crise, et on risque, vu les tournures que prennent les choses, de revenir. Enfin, il y a eu une crise comme ça. La dernière, c'était en 2008-2009, si je me rappelle bien, hein. Bon, pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, on a été relativement tranquille, mais ça nous pend au nez. Ça risque de revenir d'un moment à l'autre, hein. Surtout avec le monde conturbé dans lequel on vit en ce moment. Et donc, c'est là où ben, voilà, il faut qu'il y ait des mécanismes qui permettent justement aux personnes, ben, soit d'avoir quand même une activité, mais au moins d'avoir le minimum pour vivre. Voilà. Et on peut faire le parallèle avec une parabole de Jésus qu'on trouve dans l'Évangile, hein. C'est les ouvriers de la dernière heure. Ça vous dit quelque chose, hein? C'est là où il y a les travailleurs, en fait, à l'époque, ils se mettaient quelque part où ils attendaient qu'il y avait quelqu'un qui leur vienne leur donner du travail. D'accord? Et donc, s'il y en a un qui était propriétaire d'une vigne, il est venu, il a donné du travail à un certain nombre d'entre eux, hein, qui ont commencé à travailler à la première heure. Ensuite, bon, bah, il est revenu, il y en avait encore, il a dit, bah, écoutez, venez, vous pouvez aussi venir travailler chez moi. Et puis, encore plus tard, il est revenu, il y en avait toujours qui étaient là, qui attendaient du travail, qui n'en avaient pas trouvé encore, en disant, ben non, vous pouvez aussi venir et travailler. Et à la fin de la journée, en fait, il a donné le même salaire à tout le monde, même à ceux de la première heure qu'à ceux de la dernière heure, hein. Donc, ceux de la première heure avaient râlé en disant, ben, c'est pas juste, nous on a travaillé toute la journée, eux non. Et donc, c'est là où il y a la parabole de Jésus qui dit, oui, mais lui,
il était là aussi toute la journée, chercher à attendre du travail. Il n'est pas resté en allant se reposer, les doigts de pied en éventail. Et donc, c'est pour ça que je l'ai pris et puis je lui ai donné le même salaire qu'à vous, hein. Donc, c'est un petit peu une illustration donc, de cette remarque de Kardec. Donc, vous voyez, ça date pas d'hier, hein, ça date depuis toujours. Quelle heure il est? 37. Vous avez des questions, des commentaires à ce stade? Non. La seule question, oh pardon, la seule Oui, question que Françoise? j'avais, oui, la seule question, je ne peux plus parler, je suis enrhumée. La seule question que j'avais, c'était justement au sujet des ouvriers à la dernière heure parce qu'elle n'était pas interprétée de la même façon. Je sais que dans un cours, il y a quelqu'un qui a dit, bah, c'est nous les ouvriers de la dernière heure. Donc, Oui. alors voilà, je voudrais savoir pourquoi cette différence de compréhension. Alors, ça, effectivement, faut le lire un peu plus loin dans le texte, hein. Kardec traite du sujet dans l'Évangile selon le spiritisme. Ben, en fait, les premiers appelés, ben, c'était les Hébreux, d'accord? Hein, ils ont été appelés par Moïse, hein, pour comprendre les lois de la nature, la divinité, etc., hein. Mais bon, ils se sont transformés en pharisiens, etc. Et donc, il y en a d'autres qui ont été appelés, c'était les chrétiens, d'accord, il y a 2000 ans, qui eux aussi ont fait des églises dogmatiques pour dominer le peuple, l'Inquisition, etc. Et là, maintenant, ben, il y a un troisième appel, c'est ben, la codification spirite. C'est comme ça que Kardec l'interprète en disant que voilà, les spirites, ce sont les appelés de la dernière heure. D'accord, maintenant, je comprends. C'est le parallèle qu'ils font, hein, Ouais. par rapport à cette parabole. Voilà. Alors, est-ce que les spirites, ils vont faire mieux que les juifs ou les chrétiens? Ça dépend d'eux, ça dépend de nous, hein. Voilà. Il y en a qui feront mieux, mais il y en a d'autres qui font pas franchement mieux, hein. Je veux dénigrer personne, mais bon, c'est vrai que, enfin, bon, voilà, le bon spirit se reconnaît aux efforts qu'il fait pour dominer ses mauvaises inclinaisons, hein. On n'est pas parfait, loin de là, donc on va faire des erreurs plus ou moins graves selon notre niveau d'évolution, selon le plus ou moins bon usage de notre libre arbitre. Oui, Delphine? Oui, Charles, je voulais savoir pour le spiritisme, le sens du travail. Est-ce que c'est uniquement le travail pour la société et pour notre besoin, j'allais dire aussi pécunier, ou est-ce que c'est aussi le travail, comme j'allais dire, quelqu'un un aidant, mais qui n'a pas quelque chose de pécunier en retour? Est-ce que ça englobe quoi exactement le travail? Ah, c'est les deux. C'est les deux. On est obligé de travailler pour vivre, hein, dans la société, les besoins matériels et tout, hein, pour gagner un salaire, pour pouvoir subvenir à nos besoins. Mais ça suffit. Disons, voilà. Alors, il y en a qui sont satisfaits avec ça, qui ne vont pas chercher plus loin. Mais aujourd'hui, donc, alors on va y arriver, hein, c'est dans les limites du travail. Ben, on a beaucoup de loisirs, hein, et dans ces loisirs, effectivement, on peut aussi continuer à travailler, c'est-à-dire faire la charité, travailler dans des associations, être bénévole au Resto du Cœur ou ailleurs, ben, c'est aussi du travail, évidemment. Et c'est même un travail qui cherche pas un retour financier, parce qu'on n'en a peut-être pas besoin, etc. Mais c'est quand même un travail. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va aider notre société. C'est un travail qui est utile dans notre société. Justement, on parlait de la disette, hein, ben voilà. Le fait de travailler pour pouvoir aider les personnes en difficulté, c'est aussi une forme de travail, même si on ne cherche pas euh, une compensation salariale à la place. Et le spiritisme, c'est tout à fait ça, hein. Le spiritisme, ce que je suis en train de faire ici, c'est aussi une forme de travail. Ce que vous faites, le fait d'apprendre, c'est aussi une forme de travail. Et on ne le fait pas pour l'argent, hein. Le spiritisme, il est désintéressé, hein. Il cherche pas, c'est tout à but non lucratif, quoi. On, et donc la vraie charité, qui est aussi une forme de travail, elle est, elle, purement désintéressée, aussi bien financièrement que personnellement. D'accord? Et c'est tout ça, ce sont des formes de travail.
D'accord, merci. Donc, ça englobe l'ensemble. Et quelle est la limite du travail, demande Kardec. Les esprits répondent, 683, la limite des forces. Du reste, Dieu laisse l'homme libre. Donc, pousser quelqu'un à travailler au-delà de ses forces, hein, ça va être la question suivante. Que penser de ceux qui abusent de leur autorité pour imposer à leurs inférieurs un excès de travail? Réponse, c'est une des plus mauvaises actions. Tout homme qui a le pouvoir de commander est responsable de l'excès de travail qu'il impose à ses inférieurs, car il transgresse la loi de Dieu. D'accord? Vous vous rappelez, chez les Juifs, il y avait le jour du sabbat, hein, un jour où on ne travaille pas. Pourquoi? Pour pouvoir aller à l'église, pour pouvoir penser un peu à autre chose, etc. Hein. Les 40 heures par semaine, c'est aussi quelque chose qui vient de la Troisième République, hein, parce qu'avant, il n'y avait pas de limite. Hein. Ils pouvaient faire travailler les gens beaucoup plus longtemps. C'est d'ailleurs toujours le cas dans certains pays, hein, au point que les personnes s'épuisent et quand on prend les conditions de travail, par exemple dans les mines de charbon dans le Nord, où voilà, il y a plein de situations qui étaient abusives et qui, heureusement, aujourd'hui n'existent plus. On a des critères comme la pénibilité qui sont peut-être pas assez pris en compte. Hein. Et dans ces excès de travail, il n'y a pas que la limite des forces. Il y a la limite des forces physiques, mais il y a aussi la limite des forces au niveau de l'intelligence, quoi. Hein. C'est-à-dire mettre trop de pression sur quelqu'un, même quand c'est un travail intellectuel qui pousse cette personne à arriver à un burn-out, ça fait partie de ce que l'esprit appelle ici des mauvaises actions, d'abuser du travail. Voilà. Il y a faut pas oublier que l'esclavage a été aboli il y a quoi, 200 ans à peu près. Hein. Dans certains pays comme le Brésil, l'esclavage n'a été aboli qu'il y a 150 ans. Aux États-Unis, l'esclavage est encore autorisé. J'ai découvert ça l'autre jour. Hein, ça paraît surprenant que l'esclavage aux États-Unis. Eh bien, si. Donc, c'est enfin, une personne que je connaissais, hein, un de mes anciens chefs, enfin, N+2, qui a été emprisonné aux États-Unis. Et donc, dans les prisons aux États-Unis, il n'y a rien, quoi. Hein, on reçoit à manger, etc. Mais si on veut un peu d'argent pour faire quelque chose, il faut travailler. Et donc, il travaillait et gagnait vraiment un salaire de misère qui était loin des salaires même d'un ouvrier tout simple, du SMIC ou je ne sais quoi. Et en sortant de prison, il s'est posé la question, comment ça se fait qu'ils aient pu me faire travailler comme ça? Aux États-Unis, l'esclavage est aboli partout, sauf dans les prisons. Ils ont encore le droit d'utiliser les prisonniers comme des esclaves. Bon, je ferme la parenthèse, mais heureusement que toutes ces choses-là ont été abolies, quoi. Hein. Mais malheureusement, il y a encore des formes d'esclavage modernes aujourd'hui, hein, et notamment des pressions qui sont faites sur les personnes, hein, les chefs qui mettent la pression pour le rendement, pour ci, pour ça. Là aussi, hein, alors c'est peut-être pas la limite des forces physiques, mais c'est la limite des forces intellectuelles. Hein. Force de mettre trop la pression comme ça, c'est une mauvaise action. Donc ça appelle à la responsabilité des supérieurs vis-à-vis de ceux qui ont des postes de cadre vis-à-vis de leurs collaborateurs. Vincent? Oui, quand on aborde ces sujets, ce qui est sous-jacent à tous ces sujets, c'est une forme d'organisation sociale. C'est-à-dire que auparavant, on a discuté de la propriété privée. Qu'est-ce que la propriété privée? Qu'est-ce qui est commun et qui est mis en commun? Et qu'est-ce que la propriété privée? Et ces rapports de domination font qu'on est dans des rapports à l'heure actuelle de soumission, hein, d'une partie de la population au travail, et c'est pas forcément quelque chose de très positif. J'entends par là que, par exemple, à l'heure actuelle, moi, tout près de chez moi, il y a des producteurs d'asperges qui font venir des gens des pays de l'Est qui logent dans des genres d'algico, si on peut appeler ça les algicos, qui sont vraiment très mal logés, qui sont très mal payés et qui font un travail très pénible. Et beaucoup de
beaucoup de notre richesse dépend de ce travail dissimulé. Et notre richesse, j'entends par là la possibilité qu'on a encore d'acheter des fruits et des légumes, par exemple, dans les supermarchés, c'est parce que les gens qui les récoltent et qui font en sorte que ce soit possible ne sont pas payés, ou très mal payés. Ils sont pratiquement des esclaves. Il faut jamais oublier que, sous-jacent à tout ce qu'on vient de dire, il y a toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le commun, le bien commun, par exemple. Est-ce que l'eau est un bien commun? Est-ce qu'on devrait la faire payer? Comment? Pourquoi? Est-ce que l'électricité est un bien commun? Est-ce que voilà, c'est toute l'organisation sociale qui est questionnée, c'est toute la politique qui est questionnée. Et là, ce n'est pas du tout abordé. On évacue complètement tous les sujets qui sont en lien avec le travail, et je trouve ça un peu dommage. C'est vrai, c'est vrai. Et quand tu parlais de la propriété privée, ça m'a fait penser aussi à des épisodes que je connaissais, parce que j'aime bien, enfin, qui me sont arrivés récemment. J'aime bien me promener dans les forêts, dans les montagnes, ici, dans les Vosges. Et donc, il y a un endroit particulier où donc il y a un sentier balisé et tout, hein, qu'on pouvait prendre. Alors, voilà, pour faire un circuit, etc. Et au début, quand on prenait ce sentier, il y avait un panneau qui disait, attention, vous traversez une propriété privée, merci de respecter le lieu. Bon, alors ça, ok, mais tiens, c'est bizarre que les bouts de forêt soient des propriétés privées, mais bon, admettons, au moins on me laisse passer. Et là, ça a changé parce que maintenant, il y a carrément une barrière. Vous n'avez plus le droit de passer par ici. Alors que le sentier, il est toujours balisé, on ne peut plus y aller, quoi. Et c'est vrai que ça a attiré mon attention sur ce que tu viens de dire, hein, Vincent. C'est qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public, quoi. Si tout devient privé, si tout devient interdit, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? On a des rues, on a, heureusement, on peut circuler. Imaginez que tout devienne privé, vous ne pouvez plus aller vous promener en montagne et tout. Bon, là, il y a eu des réactions, en fait, hein. Il y a des plaintes, des actions en justice et tout. Mais ça ne fonctionne pas parce que le sentier, à ce que j'ai entendu récemment, il n'est toujours pas réouvert, hein. Donc, le propriétaire, il semble avoir gain de cause en justice, quoi. Donc, c'est vrai. Il y a des choses qui vont aujourd'hui, je pense, un peu trop loin par rapport à ça. Donc, tu as tout à fait raison de le dire. Et après, pour le travail dissimulé, bon, alors ces gens des pays de l'Est ou d'Afrique du Nord, hein, qui viennent en Espagne ou dans le sud de la France pour aider pendant les cueillettes. Moi, j'ai fait les vendanges aussi quand j'étais jeune, hein, avant de partir au Brésil. Euh, bon, ben voilà, on pouvait aller faire les vendanges. Alors, on recevait un peu quelque chose. C'était bien sûr pas non plus un salaire avec des cotisations, etc. On était logés, nourris. Enfin, voilà. Je sais qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu disais les Algeco, bon, il y a quand même des inspecteurs qui viennent. Il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça. Il y a quand même tout un tas de critères pour assurer surtout la sécurité, hein, des travailleurs. Et donc, la manière dont on était logé à l'époque où je faisais des vendanges, elle n'est plus autorisée aujourd'hui. Ils ont d'ailleurs beaucoup plus de mal aujourd'hui, hein, à avoir des infrastructures qui permettent justement ça. Mais bon, après, des situations comme ça, des activités où ben, les vendanges, c'est 15 jours par an où il y a un travail, 10 fois plus de travail que pendant le reste de l'année. Donc, on est bien obligé de trouver des mécanismes qui permettent de viabiliser ça. Mais effectivement, il faut que ça se fasse dans des conditions de sécurité, d'hygiène. Il faut que ça se fasse aussi pour avoir des conditions dignes de tous ces travailleurs. Et si je suis allé faire des vendanges, j'y suis allé volontairement. Et ces personnes qui viennent d'Afrique du Nord ou ailleurs, en fait, ça représente une partie significative de leurs revenus, quoi. Ils viennent parce que ils reçoivent, ils s'en sortent mieux dans ce genre d'activité, même temporaire, que dans les activités stables qu'ils ont dans leur pays. Et c'est ça qu'il faut aussi voir. Aujourd'hui, on a plein de biens qui sont faits en Chine et tout. On ne voit pas toujours ce qu'il y a derrière, hein. Les gens qui travaillent, qui sont peut-être, où il y a peut-être justement de l'abus de travail, hein.
des produits qui utilisent des minerais qui proviennent de mines en Afrique, où il y a encore des enfants qui travaillent. Il y a aussi ce genre d'abus, hein, et on ne le voit pas toujours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, il y a de plus en plus d'initiatives que je soutiens. Hein, c'est donc éthique, durable, hein, donc où il y a justement cette vérification de toute la chaîne pour être sûr que dans toute cette chaîne, il n'y a pas des enfants ou des personnes justement qui euh, souffrent d'un abus d'autorité au niveau de leur travail. Voilà, donc même ça, bon, tout doucement, on arrive à une prise de conscience et c'est tant mieux. Et ça va aller, je pense, toujours croissant, hein, parce que même en Chine, j'en ai connu, hein, j'ai connu des Chinois qui travaillaient avec moi dans la dernière décennie de mon activité professionnelle. Et même là-bas, hein, les conditions de travail changent et changent beaucoup, hein. Même si depuis plus récemment, ben, en Chine, ils commencent à avoir des problèmes parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne trouvent plus d'emploi, hein, qui ont du mal à trouver des emplois. Voilà, tout n'est pas rose, hein, ça c'est clair. Franck? Oui, par rapport au problème de la privatisation de certains endroits, sans forcément tomber dans la privatisation, il y a aussi par moment le souci de préserver les lieux parce que les dégradations sont de plus en plus fréquentes. Je pense en particulier, j'ai un exemple dans une ville qui est pas très loin de chez moi où il y avait un parc que j'ai toujours connu, ouvert au public, et depuis quelques mois, en fait, le parc est l'objet de trafic de drogue et tout. Bon, lié à un problème migratoire en même temps qui devient totalement ingérable. Et donc, il y a eu des agressions, il y a eu voilà, donc la mairie pense vraiment à sécuriser et à réguler finalement un espace qui était depuis plus de 30 ans ouvert à tout le monde et ça se passait bien. Et là, depuis quelque temps, ça devient infernal, quoi. Entre trafic de drogue, agression, dégradation, c'est voilà. Bon, alors c'est vrai que c'est peut-être dommage, mais je pense que par moment il y a aussi des mesures à prendre pour préserver quelque part une sorte de patrimoine qui est constamment dégradé, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et là aussi, il y a un épisode récent, enfin, toujours en me promenant en montagne, bon, j'emmène les petits chiens, hein, pour se promener. Mais il y a un endroit où il y a un parc naturel régional. Et donc, quand on arrive à ce parc, il y a un grand panneau interdit aux chiens, en pleine forêt, quoi. Donc là aussi, je trouve, ça m'a révolté en me disant, mais comment ça se fait qu'ils interdisent? J'ai deux petits chiens tenus à la laisse, quel est le problème, hein? Voilà. Et donc, là, maintenant, j'ai un chien, enfin, un des chiens, il a des problèmes de luxation rotule ou quelque chose comme ça. Donc, il ne peut plus marcher autant. Et donc, je vais souvent marcher tout seul. Et il y a plein d'endroits où je dis, bon, ben, je ne peux pas y aller avec les chiens, j'y vais pas, hein. Donc, après, là maintenant, j'y suis allé sans les chiens, hein, et j'ai vu qu'en fait, il y a un espèce de. Alors, je me souviens plus comment il s'appelle. C'est un espèce de coq sauvage où il n'y a plus que 50 exemplaires et qui a un espace de tranquillité justement dans cette zone. Je dis, bon, c'est pour protéger ce coq. Bon, voilà, c'est pour ça qu'ils C'est ne le veulent pas de grand chiens, tétra, là. même s'ils ne voient pas ce que les deux petits chiens tenus à la laisse pourraient donner comme problème là-bas, quoi. C'est le grand Mais tétra. ensuite, pardon? C'est le grand tétra. Le grand tétra, voilà, merci. Il n'y a plus que 50 exemplaires, dont pas mal justement en dessous du ballon de Servance, etc. Mais alors, ce qui m'a un peu de nouveau révolté, c'est qu'un peu plus bas, hein, alors c'est juste à côté de cette région-là, je vois plein de 4x4 dans la forêt. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ces 4x4? Et puis j'ai entendu un chien aboyer, wow, 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 et d'un coup, un gros coup de fusil, hein, et puis les gens, ouais! Voilà, ben, c'était des chasseurs.
Voilà, donc, moi, j'ai pas le droit d'y aller avec les chiens, mais les chasseurs, eux, ils ont le droit d'y aller. Pourquoi? Ben, parce qu'ils payent, hein. Et il y a même des endroits où les chasseurs, ils disent, ils mettent un panneau accès interdit, hein. Pareil en pleine forêt, c'est même que c'est pas une propriété privée. Donc c'est là où on voit, bon ben, il faut trouver, il faut être équitable, quoi, hein. On peut pas interdire des chiens et puis à côté on autorise les chasseurs, quoi. Il y a un moment, il faut être logique et cohérent dans ce qu'on fait, quoi, hein. Et le grand tétra, merci Vincent, il n'y a certainement pas dû aimer le bruit des coups de feu et puis l'aboiement des chiens et les gens qui crient, hein, ni la poussière et le bruit des 4x4. Enfin bon, voilà, c'est c'est mon avis. Voilà, on s'est un peu éloigné de la loi du travail, mais voilà, c'est vrai que dans ces choses-là, il faut trouver du juste milieu. Et abuser de l'autorité pour imposer un excès de travail, c'est clair que c'est quelque chose qui contrarie les lois divines, hein, et que ceux qui sont responsables de ce genre d'action en assument la responsabilité. Ils l'assumeront de toute façon, peut-être pas devant la loi humaine, mais devant la loi divine, en étant obligés de réparer les torts qu'ils ont pu commettre dans les vies suivantes. Voilà. Après, le problème de l'immigration, j'en ai parlé un petit peu au début. C'est pareil, c'est un petit entraînement. Aujourd'hui, on a des bateaux, ça se chiffre en dizaines de milliers, je ne sais pas, peut-être un peu plus. Mais et c'est déjà un gros problème, quoi, hein. Il y a une exploitation politique, enfin bref, c'est une situation assez compliquée qui m'attriste un peu. Mais bientôt, ça risque d'être beaucoup plus, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais donc il y a eu des canicules là, rouge, orange en Oui. France au mois d'août. Et donc là, ils ont sorti les chiffres. Il y a eu 15 000 morts de plus que la normale à cause de cette canicule. Ah oui. Bon, Moi j'étais en pleine canicule, j'étais à Cannes-Océan, il faisait 40 degrés. Ma fille, pendant 2 jours, m'a dit ne sors pas, tu ne sors pas. J'étais chez ma fille, j'avais pas compris pourquoi. Mais en fait, ouais, c'est non, parce c'est que ça. les personnes âgées, c'est les veines qui se resserrent, je crois. Ben, je sais pas, hein, c'est ce qu'on m'a dit, moi, plus facilement. Et ce qui entraîne la mort. Je sais pas, Michel peut C'est peut-être ça. confirmer. Voilà, Peut-être sont plus sensibles. voilà. Et donc, on sait que ce genre d'épisode va se multiplier et va même empirer, hein. Mm. Donc là, c'est 15 000 morts. Dans 10 ans, ce sera peut-être 150 000. Dans 20 ou 30 ans, ce sera peut-être 1 500 000. Et là, à un moment donné, il va y avoir un mouvement de panique en disant, bon, attendez, stop, ça ne va plus. Et ça va être sensible dans tous les pays qui sont chauds au niveau équatorial, où la température va, la plupart, une bonne partie de l'année, dépasser ce que l'être humain sait supporter, hein. Au-delà de 28 ou 29 degrés de température de bulbe humide, hein, je dis bien, ce qui correspond à peu près à 40 degrés avec, je ne sais pas, 30 ou 40% d'humidité, ben, l'être humain ne survit plus. La température de notre corps augmente et même par la transpiration, on n'arrive pas à baisser la température du corps, hein. Et là, ben, ce n'est pas 10 000 personnes, c'est 1,5 milliard de personnes qui risquent d'être obligés de bouger, d'aller ailleurs, d'aller dans des régions où il fera moins froid. Donc, quand je vois les problèmes qu'on a avec 10 ou 15 000 personnes, le jour où il y en aura 1,5 milliard, ce sera un peu plus compliqué, hein. Et pourtant, quand on y réfléchit, hein, si 8 milliards de personnes, il y en a 8 milliards sur Terre, il y en a 1,5 milliard qui va devoir bouger. Donc, ça veut dire que 6,5 milliards devraient accueillir 1,5 milliard. Ça veut dire, si vous êtes 6 ou 7 personnes dans votre famille, vous allez on va vous demander d'en prendre un de plus. Est-ce que c'est vraiment un problème? Quand il y en a pour 6, il y en a pour 7, quoi, hein. Donc, c'est là où on voit avec la solidarité, avec la fraternité, ce genre de problème, on pourra le résoudre sans grande difficulté, mais encore faut-il le vouloir, encore faut-il voilà, que ce ne soit pas exploité en manipulant les gens par la peur, la différence de l'autre, etc., ou l'égoïsme, stimulation d'égoïsme, parce qu'avec ça, on n'y arrivera pas, hein. Donc, voilà, tout ça, ça fait partie donc, de ces défis qui vont s'accroître et se multiplier dans un avenir relativement proche.
Et même si moi, je le connaîtrai peut-être plus dans cette vie, mais voilà, dans l'autre vie, la prochaine, il va bien falloir revenir dans le monde et les dégâts qu'il aura subis à cause de nos activités d'aujourd'hui. C'est aussi clair que ça. On finira par récolter ce qu'on aura semé. Mais là aussi, tout ça, ça va nous obliger à demander du travail, à s'adapter, à réfléchir. Quelle est la meilleure manière? C'est d'ailleurs comme ça que l'évolution intellectuelle amène à l'évolution morale, hein, en comprenant où est notre véritable intérêt. Est-ce qu'il est dans l'égoïsme? Non, non, certainement pas. Il est plutôt dans la charité. Et puis la charité, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi une forme de travail. Est-ce que vous avez encore des questions par rapport à ce sujet? Alors, on se retrousse les manches, on y va, c'est ça? Non, Il n'y a mais plus qu'à. Hein? travailler, on oublie, mais quand on travaille, c'est pour participer au bien commun. Moi, je sais, quand je vais au travail, je vais participer à la société. Et c'est au sens plus large que de toucher un salaire. C'est vrai. Et ça, c'est l'idéal Et quand on peut y arriver. Hein, il faut le parce rappeler, il faut que le rappeler à tout le monde, parce que on oublie souvent voilà, évidemment, on a besoin d'argent pour vivre, on est d'accord. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent qui ne veulent pas travailler, qui sortent complètement du lien social, même, qui ne sont plus dans des groupes, qui sont complètement repliés sur eux-mêmes, qui vont pas très bien psychologiquement d'ailleurs aussi, et qui se coupent complètement socialement. Et euh, même les jeunes qui sont au travail, je suis avec des jeunes qui sont au travail, ne comprennent pas toujours qu'ils sont là pour participer à quelque chose qui est plus large que le fait d'avoir un salaire, quoi, le fait de participer à une société. C'est-à-dire, quand on donne aux autres, on peut recevoir. Si on donne rien, on recevra jamais rien. Et il n'y a pas que donner du matériel, c'est donner du temps, de l'attention, de la bienveillance aux gens qui nous entourent, au travail, pour pouvoir recevoir aussi de la bienveillance. Et voilà, ça va dans les deux sens. tu fais un excellent lien avec la loi de société qu'on a vue la semaine dernière. Hein. C'est vrai que quand on arrive justement à faire un travail, à se rendre compte à quel point ce travail est utile pour la société, je reprends l'exemple de la pandémie, hein, avec le personnel soignant qui allait à l'hôpital, qui soignait au risque de leur vie, et puis les personnes qui sortaient sur le balcon pour les applaudir. Là, ils ont vraiment senti à quoi ils servaient. Alors, c'est sûr que parfois, ça induit aussi une révolte en disant que par rapport au service qu'on rend à la société, on n'est pas assez payé, quoi. Bon, ça peut alimenter des revendications qui sont légitimes. Hein. C'est sûr que chacun doit recevoir un salaire digne et honnête et qui correspond à la difficulté, au risque, voire même à la pénibilité du travail qu'il réalise. Hein. Et ce n'est pas toujours le cas. Hein. Mais effectivement, quand on arrive à trouver un sens à notre travail, ben on travaille de façon, on a beaucoup plus de motivation pour ce travail. Hein. Donc, moi, je faisais des centrales électriques. Bon, pour faire des centrales électriques, bon, ben c'est pour produire de l'électricité, pour qu'on puisse avoir de l'électricité. Hein. Et ensuite, on faisait du développement pour que les centrales soient toujours plus efficaces, c'est-à-dire produisent plus d'électricité avec moins de combustible, moins de carbone, moins de pollution, parce que les centrales électriques, bon, surtout au charbon, hein, avaient quand même des émissions assez fortes. Ben, on trouvait des moyens pour enlever 98% des particules, soit 80% du soufre. On trouvait même des moyens d'enlever les oxydes d'azote, hein, de recycler les produits. Hein. Le soufre, on l'enlevait et puis on avait un produit qui permettait de faire du plâtre. Enfin, voilà. Donc, travailler pour que les gens puissent avoir de l'électricité et pour la préservation de la nature. Ben, c'est sûr que quand on a une motivation, qu'on sait pourquoi on travaille, hein, que ce n'est pas uniquement pour gagner de l'argent ou pour enrichir notre patron, mais qu'il y a aussi quelque chose d'autre en plus, c'est quelque chose qui nous aide énormément à trouver la motivation dans le travail. Franck?
Oui, j'avais baissé la main parce que j'avais une réflexion, mais qui n'était pas très. Je ne sais pas si c'était vraiment en rapport avec ça, mais c'est vrai que quand on relit les écrits d'Alan Kardec ou Léon Denis, on a l'impression, enfin, d'être face finalement à des écrits qui collent vraiment au siècle de leurs auteurs. L'esprit, enfin, le monde a complètement changé. Je ne sais pas si ça relève d'une certaine utopie. J'ai plutôt l'impression, moi, que l'être humain n'apprend strictement rien de l'histoire, en fin de compte. Et on est toujours dans les mêmes problèmes. C'est pas une vision pessimiste, hein, mais quoique. Mais enfin, j'y crois plus, quoi, en fait, tout ça. Je, je C'est sais sûr, pas il faut si. contextualiser, hein. Kardec, c'était il y a 170 ans, Léon Denis, en gros, c'était il y a 100 ans, quoi. Donc, Ouais. aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont changé. Maintenant, est-ce que ça a changé en mieux ou en pire? Empire. Je dirais, pardon? En pire? Enfin, c'est-à-dire que le développement technologique n'a absolument pas suivi le développement entre guillemets intellectuel de l'être humain. J'ai l'impression même que les gens deviennent de plus en plus stupides, quoi. Il y a une chute totale du niveau intellectuel dans l'éducation nationale. C'est une catastrophe, quoi. Enfin, je veux dire, rien, enfin, pas simplement au niveau de l'éducation, mais de tout, au niveau de l'écriture, au niveau je sais même pas si les jeunes qui passent le bac actuellement seraient fichus de réussir un certificat d'études tel qu'il était dans les années 60, quoi. C'est assez Oui. consternant. Compare par rapport à l'époque. Quel était le pourcentage d'illettrés à l'époque? Il était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Il y a 150 ans ou il y a Oui, 100 mais ans. j'ai Beaucoup l'impression plus que élevé. les personnes illettrées faisaient preuve d'une intelligence qui était beaucoup plus, enfin, une intelligence pratique, j'allais dire, qui était beaucoup Après, plus élevée que maintenant, quoi. il y a une autre explication qui est avancée par Léon Denis, et ça correspond à une question que je me pose souvent en disant, à l'époque de Kardec, on était 1,5 milliard. À l'époque où je suis né, en 1960, on était 3 milliards. Aujourd'hui, on est 8 milliards. Donc la population de la Terre, elle a été multipliée par 5, quoi, en gros. Ancienne. D'où viennent tous ces esprits? Est-ce que c'était tous des esprits qui étaient près de la Terre? Je pense pas. Ou alors, il y a plus beaucoup d'esprits dans le monde spirituel, ils sont tous incarnés. Est-ce que c'était... donc, il y a des esprits qui sont venus, probablement. Ils sont venus d'où? Ils sont venus d'une planète supérieure. C'est là où je partage un peu ton opinion. Quand on regarde autour de nous, c'est pas vraiment l'impression qu'on a, hein. Donc, il y a des esprits qui sont venus de planètes inférieures vers la Terre. Et ceci peut être une explication à ta constatation, Franck. Et Léon Denis le dit. Il dit les esprits individuellement, en ce moment, évoluent, enfin, à son époque, il y a 100 ans, évoluent plus vite que la moyenne d'évolution de la Terre. C'est sûr que si la Terre évolue, hein, on a quand même eu un progrès entre l'époque de Kardec et aujourd'hui. Il y a eu plein de progrès sociaux, aussi au niveau de- à l'époque de Kardec, je crois qu'il y avait un enfant sur deux qui dépassait pas l'âge de quelques années, quoi, hein. Il y a un enfant sur deux qui mourait. Aujourd'hui, c'est un sur 20, un sur 30, quoi. Ouais. Le taux de mortalité infantile a quand même énormément chuté, hein. Mais, ouais. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai qu'il y a ce problème-là. Bon, on parle on parle du travail, de la nécessité du travail. Ça tombe bien, entre guillemets. Il y a eu deux manifestations, j'allais dire nationales, qui ont été en fait du grand massacre national pendant à 15 jours d'intervalle, à 8 jours d'intervalle. Je veux dire, ça n'a aucun sens, quoi. Voilà. Les gens Si ça a manifestaient, du c'était de sens, la destruction systématique, c'était oh du Franck, n'importe quoi. On est dans un pays, on réclame des trucs qui se passent à 10 000 kilomètres de la planète, enfin de la France. On importe des conflits qui n'ont strictement aucun intérêt. Je vois pas je vois aucun sens à ça, quoi. C'est ça. Franck, ça a du sens. Ça a du sens. C'est un monde qui est en train de mourir, c'est-à-dire qu'un monde néo-capitaliste qui est en train de mourir, mais Non. qui ne veut pas perdre son pouvoir.
Donc, pour ne pas perdre son pouvoir, il sème la pagaille, il sème la terreur, il prend les armes et il va tuer les gens dans les rues. C'est ça le principe, parce qu'il est aux abois. C'est un système qui est en train de mourir. C'est sûr on est à la veille d'un grand changement, mais ce changement, c'est là où, en tant que spirit, on reste optimiste. Bon, ça va encore empirer un peu, hein, comme on dit, mais c'est clair que le changement, il ira vers le mieux. Et donc, ces crises sont là pour justement qu'il y ait une prise de conscience des personnes. La guerre, maintenant, on en a marre, on en a assez, hein. Oui, mais Et le pourcentage de prise de conscience augmente et ça va créer, tôt ou tard, ça peut encore empirer un peu, ça peut encore prendre du temps. Il y a, comme le dit Vincent, des mécanismes de résistance des pouvoirs en place qui vont étouffer et puis faire tout pour que ça traîne le plus longtemps. Mais à un moment donné, ça va basculer et on va avoir un changement, c'est clair. Et ce changement sera en mieux. Tout comme aujourd'hui, bon, les conditions de la société, au moins chez nous, sont quand même bien meilleures que celles qu'elles étaient il y a 100 ans ou il y a 150 ans. Ben, voilà, aujourd'hui, on arrive à des limites d'un système. C'est pour ça qu'il y a énormément de mécontentement. Il y a même de la révolte, de la haine, de l'envie de casser ou autre, hein. Ça correspond à une profonde insatisfaction, euh, un manque de but dans la vie, un manque de compréhension des choses. Mais voilà, tout ça, ce sont des, des événements, hein, des crises qui doivent nous amener à avoir quelque chose qui viendra après, qui sera meilleur. Quand je suis né, je suis né 15 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Holocauste et tout ça. Moi aussi. Aujourd'hui, on est en 2025. Il y a 15 ans, c'était en 2010. 2010, je suis sûr que vous vous rappelez, c'était hier, hein. Donc, pour mes parents, mes grands-parents, c'était frais, tout ça. C'était encore très frais, hein. Et j'ai bien vu, comment dire, les effets et comment les gens étaient marqués. Comment aussi il y avait des élans de solidarité qui étaient assez incroyables à l'époque et qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, d'ailleurs, hein. Qui était la conséquence de ces horreurs, de ces guerres. Donc la prise de conscience, elle s'était faite à l'époque et elle se refera aujourd'hui et demain s'il y a des crises similaires. Mais c'est clair que ce genre de changement, à cause de la résistance des pouvoirs en place, ne se fera pas sans crise. Ça, c'est clair. En espérant qu'il n'y ait pas besoin de guerre, hein, parce que ça, c'est encore pire. On a eu besoin de la Révolution française pour se défaire des lois, et puis des rois, pardon, et puis des dictateurs religieux, hein, qui sévissaient à l'époque. Bon, il faut espérer qu'on n'en arrive plus là, mais voilà, il y a certains pays où ils arriveront difficilement à s'en sortir sans qu'il y ait une révolution, sans qu'il y ait un peu de dégâts. Et ça fait partie de ces crises qui annoncent, qui permettent justement qui accélèrent cette prise de conscience et l'évolution, en disant, voilà, on est fatigué de ça, on n'en veut plus. Ils le disent bien dans le livre des esprits, hein, pourquoi la guerre, hein, on le verra dans la loi de destruction. C'est tout à fait ça, quoi. Il y a un moment donné, les êtres humains vont se lasser en disant, on ne veut plus de ça. Et c'est d'ailleurs un peu en train de se produire déjà. La prise de conscience, elle progresse, hein. Donc il faut rester optimiste en se disant que malgré toutes ces choses-là qui nous paraissent complètement absurdes, on va aller vers quelque chose de meilleur à terme, pas forcément tout de suite. Donc il faut être patient et rester optimiste. Et essayer de militer si on peut, sans violence, sans haine, sans rancune, sans rien. Essayer de militer positivement autant que possible. Voilà. Et c'est par le travail qu'on y arrivera, hein. Ouais, c'est aussi notre rôle de donner des valeurs. En fait, c'est les valeurs qu'on a besoin de donner des valeurs. Après, est-ce que c'est des valeurs spirites? Est-ce que c'est des valeurs universelles? Mais proposer des valeurs qui sont moins communes aux gens qui militent pour le spiritisme, par exemple. Grande valeur apportée par le spiritisme, c'est l'âme. Notre but, c'est l'âme. La matière, c'est temporaire, hein. Donc, tout focalisé sur la matière, on se focalise sur du temporaire, on néglige l'essentiel qui est immortel, hein. Donc, c'est ça qui, nous, en tant que spirit, nous motive pour vivre, hein, en sachant que même si on meurt, ben, notre âme survit et puis elle va continuer à évoluer. D'accord?
Hein, je pense que le monde changera le jour où ce paradigme spiritualiste, en accord avec le bon sens et la raison, et plus imposé par des dogmes de façon hétéronome par les églises, comme c'était le cas depuis des millénaires, le jour où ce paradigme viendra vraiment sous forme de cette foi raisonnée, là, il y aura un changement. Et moi, personnellement, quand je regarde, le fait d'avoir trouvé le spiritisme, ça m'a quand même énormément aidé à... Je pense que je suis un peu meilleur que ce que j'étais avant que je connaisse le spiritisme. Il y a beaucoup de choses que je faisais à l'époque que je ne fais plus aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que je fais aujourd'hui que j'aurais jamais pensé faire à l'époque. Hein. Donc, c'est clair que ça a induit un changement. Alors, est-ce que c'est en mieux ou pas? Je vous laisse juger. Hein. Et ce qui est important aussi, alors c'est de se former par le spiritisme, mais c'est aussi d'essayer de comprendre quels sont les enjeux actuels, bien comprendre la société. À mon sens, alors moi je suis quelqu'un de très sensible, vous l'avez déjà sûrement senti, mais je suis très sensible aux logiques et au fonctionnement de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre les enjeux spirituels derrière ce qui est en train de se passer. Et c'est pas toujours évident. Après, les théoriser, est-ce que c'est nécessaire? Pas forcément. Mais au moins comprendre quels sont les enjeux d'une société en mutation, je pense que ça nous aidera à proposer des choses plus cohérentes et plus en phase avec le monde qui vient, c'est sûr. Ça, ça demande aussi de l'analyse, du travail, hein, de l'intelligence pour comprendre ce qui ne va pas et pour savoir où, pour déterminer mieux où il faut commencer pour être efficace, quoi. Hein. Il y a des historiens qui travaillent, hein, tout bêtement. C'est ça, c'est ça. Chapoutot travaille sur l'histoire du nazisme et fait des liens entre ce qui est en train de se passer et, euh, et ce qui s'est passé auparavant. Et non seulement c'est cohérent, mais c'est vraiment opérant dans le monde qui vient. Et c'est vrai que les pouvoirs d'argent, voilà, on- mettre en place une dictature. On est en train de mettre en place une dictature en France. On est quand même un pays qui est quand même pointé par Amnesty International comme un pays où les droits sont bafoués, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Et franchement, le rapport d'Amnesty fait peur. C'est-à-dire que on devient vraiment un pays... et on n'est pas le seul pays à bafouer les droits de l'homme et du citoyen. Dans beaucoup de pays du monde, c'est le cas. Et ce qui est assez désagréable, c'est qu'auparavant, il y avait un ennemi désigné, c'est-à-dire qu'il y avait un pays avec un ennemi désigné. Là, maintenant, c'est des milliers d'ennemis et le mal, il est en nous, en fait. Et c'est bien dans les mouvements spiritualistes qu'on peut réfléchir à quel est le mal qui est en nous et qui nous fait nous comporter de cette manière-là. Éviter que ce mal entre en nous. Hein. Après, le mal, Tomber c'est-à-dire dans les pièges, ne pas le, tomber dans les pièges, quoi. Rester, garder le discernement et puis s'accrocher à des valeurs sûres, hein, qui mais sont le justement ces discernement, lois c'est bien morales joli. universelles qu'on est en train de voir en ce moment dans le Ouais. cours, quoi. Mais il faut aussi s'informer par des gens qui ont travaillé, voilà, qui ont travaillé sur des sujets qui sont pas toujours très agréables, mais qui permettent de comprendre l'évolution d'un monde qui se tourne vers un totalitarisme, quoi, hein, sans utiliser des mots, euh, les mots en isme, allez, soyons. Delphine qui nous a écrit dans le chat, Ouais. vis le présent en agissant et servant avec foi et joie sans te soucier de l'avenir, car pour vivre demain, tu devras vivre aujourd'hui. Mais oui, restons les yeux ouverts, hein, moi André j'aurais Louise. tendance à dire, restons les yeux ouverts. Alors, voilà, alors, c'est vrai que il y a deux choses qui nous retardent, c'est de rester accroché au passé, aux erreurs qu'on a pu commettre, des choses comme ça ne nous fera pas avancer. Et puis de toujours se projeter trop dans l'avenir en négligeant le présent, c'est pas bon non plus. C'est vrai que travailler sur le présent pour construire un avenir meilleur, c'est quand même l'attitude, je dirais, la plus, la plus efficace. Mais encore une fois, travailler dans le présent, comment, suivant quelles valeurs,
ben, c'est encore une fois toutes ces lois morales universelles qu'on voit là dans le cours en ce moment, quoi. Hein. S'accrocher à ces valeurs sûres, les pratiquer aujourd'hui, hein, sans trop se soucier que les autres les pratiquent ou les pratiquent pas, que nous-mêmes on puisse donner l'exemple, que voilà, chacun avancera de toute façon à son rythme, qu'on ne peut pas avancer à la place des autres, mais essayons déjà d'avancer nous-mêmes, quoi. Et au pire, ça peut même être un mécanisme de fuite, entre guillemets, parce que si on arrive à avancer beaucoup, paf, on pourra peut-être aller sur une planète qui est meilleure que la Terre. Hein. Donc, sauter une classe, si j'ose dire. Bon, voilà, mais c'est ce qu'on peut faire de mieux. On peut travailler sur nous, hein. On peut difficilement travailler pour les autres. Enfin, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire ce genre de travail de réforme morale, de devenir meilleur à la place d'un autre. Ça, c'est pas possible. C'est à chacun de le faire soi-même. Et c'est aussi une forme de travail, hein. La réforme morale, ça demande un travail sur soi et qui là aussi est difficile, hein, avec les mécanismes de rejet, les mécanismes de la paille et de la poutre, hein, de projection. On voit chez les autres les défauts qu'on a en nous. On a encore eu un exemple récemment. Et voilà quoi. Hein. Écoutez, moi je vous propose qu'on s'arrête là. Donc je vais revenir au programme. Ah, où est-il? Il est là. Donc la semaine prochaine, on verra, on en a un peu parlé aujourd'hui, la loi de destruction. Hein. Et donc c'est une loi qui paraît assez paradoxale, mais on verra en fait que ce qu'on appelle destruction, la plupart du temps, c'est des transformations. Ce n'est qu'une transformation, et ce sont ces transformations qui facilitent justement l'évolution. Mais on verra ça la semaine prochaine. Voilà. Alors, on va remercier les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui, cette occasion d'avoir pu être réunis, de pouvoir réfléchir ensemble à toutes ces questions du quotidien qui nous préoccupent. Continuer à garder quand même le courage, la motivation pour le travail, le sens dans la vie et garder aussi l'optimisme malgré toutes les difficultés qui se présentent, en espérant que cela puisse également être utile pour les esprits et pu être utile pour les esprits qui étaient avec nous aujourd'hui. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un excellent dimanche, hein, et puis je vous dis à bientôt, à dimanche prochain. Dimanche Voilà. prochain. Et à tout Bon dimanche à tous. Et à cet dimanche. après-midi aussi. Au revoir. Merci Charles. Cet après-midi, ouais, pour ceux qui le souhaitent. Pour ceux qui, ouais. Au revoir. Bonne semaine. Merci à tous. Au revoir. Bonne Au revoir. semaine. Au revoir.